la salle de réunion ici. Mon nom, c'est Bertrand Biomama. Je suis assistant de recherche sur le programme Voici à 3IE et nous allons animer cette présentation avec ma collègue Dislaine Sossou, qui est également assistante de recherche sur le programme Voici. Cette présentation portera sur le Evidence and Gap Map, en français, cartographie des données probantes. Alors, le plan de cette présentation est comme vous pouvez le voir. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à pourquoi est-ce que nous avons besoin de données probantes et après voir qu'est-ce que c'est que le Evidence and Gap Map, la cartographie des données probantes. Ensuite, nous intéresser à pourquoi est-ce que nous élaborons le Evidence and Gap Map. Après, nous allons passer en revue les étapes pour élaborer le Evidence and Gap Map et présenter comment est-ce que nous nous sommes inspirés de la méthodologie d'élaboration du Evidence and Gap Map pour les évaluations d'impact qui ont été menées dans les pays de l'UEMOA. Alors, lorsque nous nous posons la question de pourquoi est-ce que nous avons besoin de données probantes, c'est un thème qui revient très souvent. Il faut savoir que très souvent, les dirigeants se retrouvent dans la situation de monsieur qui est sur la diapositive en face de nous. Un monsieur qui se retrouve à un carrefour avec plusieurs indications, les unes contraires aux autres, et qui ne sait pas vraiment où aller. Donc, très souvent, les dirigeants se retrouvent dans cette situation sans savoir vraiment quelle décision il faut prendre, ni quel sens, quelle orientation donner à leurs actions. Et ceci peut intervenir à plusieurs phases, plusieurs étapes du cycle de vie d'une politique publique, d'un projet ou d'un programme. Donc, et selon ces différentes étapes, les gouvernants peuvent être amenés à se poser plusieurs questions. En début lorsque elles veulent mettre en place des réformes ou des politiques publiques, des projets et autres, elles peuvent se poser, comme question là, est-ce que la politique publique que je veux mettre en place, est-ce qu'elle fonctionnera? Lorsque la politique est déjà en cours, le dirigeant peut se poser la question de savoir est-ce que ce que j'ai prévu, est-ce que ça fonctionne comme ce que nous avons planifié? Et enfin, lorsque on est en fin de cycle de projet ou de politique, le décideur peut également se poser la question, ou se pose très souvent la question de savoir est-ce que ce que nous avons fait, est-ce que cela a fonctionné? Si cela n'a pas fonctionné, pourquoi? Comment et quel était le coût de notre intervention? Et donc, ce sont ces raisons-là qui amènent les décideurs, qui font le fait que les décideurs ont besoin d'évidence, ont besoin de données probantes pour pouvoir éclairer les choix de politique publique. Alors, qu'est-ce que c'est que le Evidence and Gap Map dans tout ceci? Le Evidence and Gap Map, c'est un outil qui a été développé par 3IE pour permettre aux décideurs et à d'autres parties prenantes de pouvoir avoir accès aux données probantes disponibles. Alors, c'est un outil qui se présente comme la capture d'écran que nous voyons sur la diapositive. Nous avons en ordonnée les interventions, les politiques ou les projets qui font l'objet d'évaluation ou de recherche. Et en abscisse, nous avons les autres comme les résultats. Et l'intersection des interventions et des résultats, nous voyons à l'intersection des bulles ou des cercles, si je peux m'exprimer ici, qui nous indiquent la présence ou non de données probantes. Alors, les cercles qui sont en gris font référence aux évaluations d'impact. Et le volume du cercle indique le nombre ou la densité de données probantes que nous avons. Donc, si un cercle est petit ou une bulle est petite, ça veut dire que nous avons peu d'évaluations, nous avons peu de données probantes à ce niveau-là. Et si un cercle ou une bulle est large, c'est que nous avons énormément de données probantes à cette intersection-là. Donc, les autres, s'il y a d'autres bulles, d'autres cercles que vous voyez là qui ne sont pas en gris, qui portent d'autres couleurs, elles font référence aux
revues systématiques. Alors, les bulles qui sont en verte sont des revues systématiques pour lesquelles nous avons un maximum de confiance quant à la qualité de la méthodologie qui a mené au résultat de cette revue systématique. Et lorsque la bulle est orange, nous avons une confiance moyenne en la méthodologie. Et lorsque la bulle est rouge, la confiance est plutôt faible. Les bulles qui sont en bleu font référence aux revues systématiques qui ne sont pas encore terminées, mais dont les protocoles ont été déjà élaborés. Donc, à peu près, résumé, c'est à cela que ressemble le Evidence and Gap Map. Donc, c'est une cartographie des données probantes qui permet aux décideurs et à d'autres parties prenantes de pouvoir avoir l'information sur la disponibilité de données probantes sur une thématique, dans un secteur ou autre. Et maintenant, on peut se demander également pourquoi est-ce que nous faisons le Evidence and Gap Map. Alors, nous vous proposons ici quelques éléments de réponse. Déjà, le premier élément, c'est que les rapports de recherche ou les rapports d'évaluation d'impact sont souvent assez techniques, des fois longs, et de la même manière, il n'y a pas vraiment un mécanisme qui permet de centraliser tout ceci. Chaque auteur publie dans différents endroits, certains ont leur rapport sur le site, d'autres ailleurs. Donc, il est un peu difficile d'avoir une vue d'ensemble sur tout ceci. Et la Banque mondiale a publié un rapport sur cela concernant les résultats de recherche de la Banque mondiale. Et ce rapport a montré qu'un tiers des rapports de la Banque mondiale n'avaient jamais été téléchargés sur le site de l'institution. Et également que seulement 40% des rapports ont été téléchargés moins de 100 fois. Et dans le même temps, seulement 13% ont été téléchargés plus de 250 fois. Donc, on se rend compte là que nous gaspillons un peu les données probantes existantes et qu'il y a un besoin de mieux les exploiter. Dans le même temps, toujours faisant référence au rapport de la Banque mondiale, 87% des rapports de politique n'ont jamais été cités dans les études ou autres. Donc, ça montre que 87% des rapports n'ont pas été utilisés. Et cela pose un véritable problème. Deuxième argument qui fonde l'élaboration du Evidence and Gap Map, c'est que cet outil permet de financer des recherches pertinentes. Alors, j'expliquais plus haut que le volume des cercles ou des bulles faisait référence à la densité de données probantes que nous avons au niveau d'une thématique donnée ou au niveau d'une intervention particulière. Et donc, avec ce graphique, on se rend compte que le décideur ou un partenaire technique financier a l'information que dans tel secteur ou bien dans telle thématique, il y a vraiment peu d'évaluations d'impact qui ont été menées. Et donc, cela peut l'aider cela peut le motiver à orienter ses ressources vers des thématiques données ou bien vers des secteurs donnés. Et dans le même temps, du côté des chercheurs, cela peut également être source d'inspiration pour leurs recherches prochaines. À savoir que dans tel secteur, il y a très peu de recherches, ça peut également motiver les chercheurs à se lancer dans les études dans ce secteur-là. Du côté de la revue systématique également, le Evidence and Gap Map aide à la prise de décision également, en ce sens que nous voyons, par exemple, sur la partie encerclée en jaune, qu'il y a des secteurs où il y a des secteurs dans lesquels nous avons beaucoup d'évaluations d'impact et très peu de revues systématiques. Donc, cela appelle un besoin de résumé des résultats de recherche pour aider à une meilleure utilisation des résultats de recherche. Troisième argument qui fonde l'élaboration du Evidence and Gap Map, c'est que
cet outil aide également les décideurs à savoir que dans tel secteur ou bien sur telle thématique, il y a des données probantes qui sont disponibles qu'ils peuvent utiliser pour éclairer leur prise de décision. Donc, dès que le décideur a devant lui la cartographie, quand il voit que la bulle est assez volumineuse dans tel secteur, ça lui indique que dans tel secteur, il y a une présence de données probantes massives qu'il peut utiliser pour éclairer ses choix de décision. Pour finir sur ce point, c'est que 3IE, à travers le Evidence and Gap Map, veut également permettre à toutes les parties prenantes à l'évaluation de pouvoir avoir des rapports d'évaluation sur des formats assez conviviaux. Et donc, sur le site de 3IE, dès que vous allez sur le site, ces rapports sont présentés dans des formats très accessibles et les informations essentielles sont extraites et présentées sur le site. Actuellement, nous avons sur le site de 3IE, plus de 5000 enregistrements qui sont actuellement sur le site de 3IE qui ont fait l'objet de Evidence and Gap Map. Alors, la prochaine étape, c'est de se demander comment est-ce qu'on élabore le Evidence and Gap Map, comment s'y prend-on. Et pour cela, je vais vous entretenir sur les différentes étapes pour en arriver à un Evidence and Gap Map. Et la première étape déjà, c'est de pouvoir réussir à circonscrire le champ de sa recherche. Donc, de bien se documenter et de pouvoir identifier les questions de recherche auxquelles l'on veut répondre en voulant élaborer un Evidence and Gap Map. Et après cela, définir les critères qui vont nous aider à choisir les recherches que nous voulons, les études que nous voulons. Donc, définir à l'avance les critères qui entrent dans le cadre de ce que nous voulons. Il peut s'agir des évaluations d'impact, on veut des évaluations d'impact de tel genre qui sont rigoureuses ou je ne sais pas, en fonction de vos questions de recherche, vous devez pouvoir définir ces critères-là en amont avant de passer à une troisième étape qui est d'aller à la recherche de ces études-là sur le net, sur différentes sources de publication, les revues et plein d'autres, les journaux, plein d'autres endroits où l'on peut trouver des articles ou bien des rapports d'études et autres. Et donc, dès qu'on passe cette étape, il s'agira maintenant d'appliquer les critères que nous avons identifiés plus haut à tout ce que nous avons collecté comme rapport, comme information, pour pouvoir savoir si on retient un article, un papier ou pas, ou un rapport ou pas. Donc, cela, c'est la quatrième étape où on évalue l'inclusion des papiers, des rapports et autres. Et une fois que nous avons fait cela et que nous avons retenu un nombre un peu plus, un nombre petit de rapports qui sont pertinents pour notre recherche, nous allons passer maintenant à l'extraction de données et à l'évaluation critique. Dans l'extraction de données, il peut s'agir d'extraire les résumés, d'extraire les dates de publication, d'extraire les outcomes et plein d'autres informations sur les études qui sont pertinentes pour notre analyse. Et après cette étape, c'est de passer à l'analyse et à la visualisation du Evidence Gap. Donc, ceci, pour le moment, se fait grâce à une plateforme que 3IE a mis en place sur son site. Mais l'institution travaille également à la production d'un logiciel qui pourra aider à faire tout ceci. Et donc, voilà un peu ramasser les différentes étapes pour élaborer le Evidence and Gap Map. Et cette méthodologie nous a inspiré dans la revue de littérature que nous avons menée au niveau du programme WASSI. Et nous nous sommes fondés sur cette méthodologie pour faire un peu la cartographie, non pas des données probantes, mais des évaluations d'impact qui ont été menées dans les pays de l'UEMOA de 1990 à 2018. Et donc, ma collègue Ghislaine Soso va vous présenter cette partie.
Le programme OASIS est basé sur le Evidence Gap Map, la méthodologie pour rechercher les études d'évaluation d'impact dans les bases de données telles que les publications comme Midline, CAP Global Health, dans les bases de données de la littérature grise, sur les sites web des organisations et à travers les bibliographies. Les critères d'inclusion qui ont permis de sélectionner des études d'évaluation d'impact sont la période de 1990 à 2018. On s'est intéressé plus sur les pays de l'UEMOA tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. On s'est intéressé sur n'importe quel secteur d'intervention tel que la santé, l'agriculture. Tant que c'est une évaluation d'impact, cette étude est prise en compte. Les comparateurs. Il s'agit pour cette étude de prendre en compte les évaluations d'impact qui comparent un groupe de traitement avec un groupe de traitement alternatif ou bien un groupe de traitement et un groupe de comparaison, c'est-à-dire qui n'a pas du tout eu de traitement. Les méthodologies utilisées dans les évaluations d'impact sont les méthodes expérimentales, quasi-expérimentales et les revues systématiques. Ces critères nous ont permis de prendre en compte dans toute la littérature 22 710 références. Dans cette base, il y a eu des doublons. En les enlevant, on a abouti à 19 955 références. À partir de la lecture des titres et des résumés, nous avons pu inclure 549 papiers. Le deuxième niveau de filtrage sur les titres, la méthodologie expérimentale, quasi-expérimentale, la revue systématique nous a permis d'avoir à la fin 145 études. Pour extraire les données, nous avons premièrement classé les études par pays, par secteur et par méthodologie utilisée. Le logiciel utilisé pour cette étude est EpiReviewer. Vous pouvez taper sur Internet pour le voir. Les 145 papiers inclus pour cette étude ont été lus, c'est-à-dire la lecture s'est basée sur la méthodologie de l'étude, l'intervention et les résultats, les interventions aussi des secteurs de l'intervention de l'étude. Et ceci nous a permis de produire des données à la fin. Les codes toujours écrits dans EpiReviewer nous a permis de faire ce travail. Les données extraites, c'est-à-dire les 145 papiers, ont fait l'étude d'une analyse descriptive. Et suite à cela, nous remarquons sur ce graphique que 100 études ont été inventoriées. Nous avons près de 97% d'études qui ont des informations sur les auteurs. 50% d'études ont au moins un auteur africain. 26% des études ont des informations sur les structures de mise en œuvre. Nous avons également des études qui ont donné des informations sur la constitution des équipes de recherche. 15% des études ont donné des informations relatives au financement de l'intervention ou de l'étude. Les 145 papiers objets de cette revue de littérature nous montrent que 46 évaluations d'impact ont été conduites au Burkina Faso. S'en est suivi le Sénégal avec 26 évaluations d'impact, le Mali avec 24, le Niger avec 21, le Bénin avec 14, la Côte d'Ivoire avec 12 études, le Togo et la Guinée-Bissau avec 4 études. Cela nous permet de remarquer
qu'il y a une distribution inégale dans l'UMOA en termes de développement, d'évaluation d'impact sur les secteurs de développement. Sur les 145 évaluations d'impact conduites dans l'UMOA, nous remarquons que 18% uniquement ont été menées dans le secteur de la santé, 14% dans le secteur de l'économie, 12% au niveau de la communication, 12% aussi en agriculture, 11% dans le secteur de l'éducation, 8% dans la nutrition, 7% dans l'environnement et s'en est suivi 4% dans le secteur de la gouvernance, de la corruption et des conflits. On peut remarquer qu'ici, beaucoup d'évaluations d'impact n'ont pas été menées dans le secteur de l'infrastructure et de l'énergie. Les méthodes utilisées pour ces évaluations d'impact sont prioritairement les évaluations expérimentales. 53% de ces papiers ont utilisé les méthodes expérimentales, 37% ont utilisé les méthodes quasi-expérimentales et 10% de ces études ont fait la revue systématique. À travers cette analyse descriptive, nous pouvons utiliser les données pour réaliser la cartographie des évaluations d'impact. Et ceci est toujours en cours sur la plateforme conçue par MEC et par 3IE. Il y a un onglet sur le site pour se renseigner comment concevoir le Evidence Impact Map. Merci. Okay. Maintenant, nous allons vous demander de poser des questions sur la méthodologie et nous apporterons des clarifications si nécessaire. Merci à tous pour votre attention. Nous allons à présent prendre les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Et nous allons commencer, comme ça a été le cas pour le webinaire qui vient de passer, par les questions dans la salle ici. Et ensuite, nous allons prendre les questions en ligne et procéder à leur... Les questions dans la salle. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans la salle. Je vois en ligne, il y a monsieur Bouraïma Gado qui dit « Je ne vois pas la carte ». C'est moi qui parle de la capture d'écran sur le Evidence Impact Map. Nous allons revenir sur cela et peut-être encore expliquer un peu. Voilà. Donc, c'est la carte que nous avons présentée. C'est un peu à cela que ressemble le Evidence Impact Map. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est une carte qui a en ordonnée les interventions et puis en abscisse les dates comme les résultats. Et l'intersection des deux vous donne, vous avez à l'intersection des cercles ou des bulles, si on peut parler ainsi, qui vous renseignent sur la disponibilité de données probantes au niveau du secteur et de l'outcome. Et donc, il y a, disons, deux types de cercles. Les cercles qui sont en gris, comme je l'avais dit, font référence aux évaluations d'impact. Et le volume du cercle est proportionnel à la densité de données probantes que nous avons sur la thématique. Donc, si vous avez un cercle qui est petit, cela veut dire que vous avez très peu de données probantes à ce niveau-là. Et si vous avez un cercle qui est grand, ça veut dire que vous avez énormément de données probantes disponibles à ce niveau. Les autres cercles ou les autres bulles sont relatifs aux revues systématiques. Alors, elles ont plusieurs couleurs.
La couleur verte fait référence aux revues systématiques pour lesquelles nous avons un maximum de confiance sur la qualité de la méthodologie qui a conduit au résultat. Lorsque la bulle ou le cercle est orange, la confiance est moyenne en ce qui concerne la démarche méthodologique suivie pour aboutir au résultat. Et lorsque le cercle est rouge, la confiance est totalement faible. Pour les cercles qui sont en bleu, il s'agit, comme je l'avais dit, des protocoles de revues systématiques. Il s'agit des revues systématiques dont les protocoles ont été élaborés, mais dont les résultats ne sont pas encore sortis. Donc, voilà un peu résumé ce à quoi ressemble le Evidence and Gap Map en vrai et les explications que nous pouvons donner. Comme je le disais un peu plus haut, cette cartographie pour les évaluations d'impact conduites dans l'UEMOA sont en réalisation sur le site de 3E, mais nous sommes actuellement avec le coordonnateur de OACI qui va plus nous clarifier sur les différentes réalisations de cette cartographie. Okay. Merci à nos présentateurs pour cet effort de partage, je dirais, des outils qui sont essentiellement développés en anglais, alors que l'utilisation de leurs résultats reste pertinente et très utile ou nécessaire dans la région francophone également, notamment dans l'UEMOA, où le programme WACI actuellement opère. Les revues, les Evidence and Gap Map, qui sont un peu la cartographie des données probantes, est une démarche méthodologique qui vise en fait à se donner une idée des efforts de recherche qui sont déjà effectués par secteur et cela renseigne également sur les secteurs qui actuellement n'ont pas encore fait l'objet de suffisamment d'études. En tant que tel, deux types d'études alimentent les Evidence and Gap Maps, la cartographie. Il y a les revues systématiques et il y a les évaluations d'impact. Et les revues systématiques sont évidemment, je dirais, la compilation de plusieurs études primaires des évaluations d'impact pour en extraire ce qui pourrait être considéré comme les grandes tendances en matière de résultats sur des résultats répondant à une question de recherche qui pourrait porter sur la question de l'eau, la question de l'éducation, etc. Et les bulles que nous voyons décrivent un peu ce qui se passe à l'intersection entre l'intervention et les résultats. Donc, en fonction, tel que c'est présenté, tel que la carte est présentée actuellement à l'écran, les bulles ont deux caractéristiques. Il y a leur taille et il y a leur couleur. Leur taille indique le nombre d'études effectuées dans le secteur, mais cela n'indique rien sur les conclusions des études. Il faut en fait cliquer là-dessus pour avoir accès aux études et ensuite lire les études pour se faire soi-même son idée. La deuxième caractéristique des bulles est leur couleur. Et leur couleur nous dit si ces études proviennent d'évaluations d'impact ou si ces études proviennent de protocoles de revues systématiques ou carrément s'il s'agit des revues systématiques. Et au niveau des revues systématiques, on distingue deux couleurs parce qu'il y a des revues systématiques dont les conclusions n'ont pas fait l'unanimité en ce qui concerne la qualité du design technique. Et il y a les études systématiques dont les conclusions ont fait l'unanimité ou quasiment l'unanimité en ce qui concerne les conclusions techniques. Pour mieux appréhender ou s'approprier cette démarche exploratoire, je dirais, comme les présentateurs l'ont indiqué, il est possible de jeter un coup d'œil sur le site de 3E
où vous avez suffisamment de documentation là-dessus. Et nos collègues basés à Londres qui se spécialisent dans cette démarche pourront vous apporter l'assistance technique nécessaire avec l'appui du programme WASI et de son secrétariat, bien entendu. Je pense qu'il y a d'autres questions dans la salle. On va donc y aller. J'ai l'idée des types de pratiques, un outil d'orientation d'études de recherche ou d'évaluation d'impact pour sa définition au-delà. Je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Sabir Yogo, étudiant en deuxième Sabi. Sabir Yogo. Étudiant en deuxième année de statistique et communauté à la faculté de sciences économiques et de gestion. OK. Il y a une autre question. Oui, Hervé Benaou. Juste une question, un premier commentaire d'abord par rapport à la question de tout à l'heure. C'est vrai que pour le commun des mortels, quand on entend cartographie, on s'attend tout de suite à avoir une carte géographique ou quoi, situation géographique. Donc, ça pose un problème pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de cartographie, à comprendre qu'on ait un truc comme ça et qu'on parle de cartographie. Donc, peut-être c'est de mieux expliquer pourquoi est-ce que ça s'appelle cartographie. Donc, le second élément, si je comprends bien, hein, moi je n'ai jamais utilisé ça, mais je comprends que c'est une méthodologie d'analyse bibliographique dans un secteur donné, par rapport à une thématique donnée. Et si c'est ça, est-ce que, comme c'est en anglais, on est en train de travailler à disséminer ça dans les pays de l'UEMOA? Et si oui, comment est-ce que ça se passe, cette dissémination dans les pays de l'UEMOA? Vous avez parlé également d'un logiciel en ligne, et puis Reviewer. Est-ce que c'est en accès libre? Est-ce que c'est lié intrinsèquement à l'évidence GAP? Comment vous dites ça? Evidence and Gap Map. Voilà, Evidence and Gap Map. Est-ce que c'est lié ou bien c'est deux choses complètement différentes? Voilà. Y a-t-il d'autres questions? OK, nous allons répondre aux deux questions que nous avons eues dans la salle. La première question est de M. Sabi, qui s'interroge un peu sur la portée du Evidence and Gap Map. Est-ce qu'il s'agit juste de se concentrer sur les résultats de recherche ou des évaluations qui étaient faites, ou ça va au-delà de ça? Ce que je pourrais répondre à cette question, c'est que le Evidence Gap Map part d'un constat. Le constat que, déjà, nous savons que nous avons besoin de données probantes pour éclairer les choix de politique, comme nous l'avons dit. Mais il se fait que de plus en plus, des efforts sont faits dans la production de données probantes à travers le monde. Mais on remarque que ces données probantes ne sont pas utilisées de façon efficiente. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites ça et là, mais les résultats ne sont pas utilisés, soit parce que ce n'est pas accessible à ceux qui sont censés les utiliser, ou soit parce que c'est dans des formats qui ne favorisent pas leur utilisation. Et donc, c'est en réponse à cela que 3IE a imaginé le Evidence and Gap Map pour essayer un peu de faciliter l'accessibilité des données probantes aux décideurs, aux chercheurs, aux partenaires, aux développeurs et à toute personne intéressée par les données probantes. Et donc, ce que le Evidence and Gap Map fait, c'est de vous renseigner sur l'existence de données probantes sur une thématique donnée
ou dans un secteur donné. Donc, nous allons à la recherche, nous ratissons l'âge à la recherche des recherches qui ont été menées un peu. On peut s'intéresser d'abord à un secteur. Je prends par exemple le secteur de l'éducation. Nous irons maintenant à la recherche de papiers de recherche ou bien de publications qui étaient faites dans ce secteur-là. Et par type de résultat, donner un peu, cartographier un peu comment est-ce que cela se présente. Sur telle question, peut-être la question de la scolarisation des filles, est-ce qu'il y a assez de données probantes disponibles là? Sur la question, par exemple, de la rétention des filles à l'école, est-ce qu'il y a assez de recherches qui ont exploré cela? Et donc, de pouvoir mettre ceci dans un graphique qui puisse, pour que dès que le décideur a ça devant lui, il puisse savoir que sur telle thématique, par rapport à telle composante, nous avons des données probantes qui sont disponibles que je peux utiliser. Et également, au niveau du partenaire technique et financier, lui, il peut également voir dans tel domaine, bien sûr, telle thématique, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été conduites à ce niveau-là. Donc, on va financer de la recherche dedans pour essayer de mieux comprendre. Le chercheur également peut s'y intéresser, ça peut nourrir ses prochaines recherches, etc. Donc, c'est ce que je peux répondre rapidement à cette question. Je ne sais pas si Ghislaine a quelque chose à ajouter. Ensuite, la question de M. Hervé Benaou, un peu sur la méthodologie, si le Evidence and Gap Map utilise méthodologie d'analyse bibliographique, et qu'en est-il du logiciel EPI Reviewer? Donc, je vais laisser ma collègue Ghislaine répondre à ces deux questions. EPI Reviewer, c'est un logiciel conçu pour inclure toutes les revues, toutes les publications sur Internet. Ça vous permet de télécharger les références, d'avoir votre base de données et de produire des statistiques descriptives. C'est un logiciel qui s'utilise uniquement en ligne. Il y a la version gratuite pour vous exercer. Et après, si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter et faire les travaux qui vous intéressent. Ce que je pourrais peut-être ajouter à ça, c'est que EPI Reviewer n'est pas le logiciel pour faire le Evidence and Gap Map. C'est un logiciel, comme elle a dit, qui vous permet de partir de plusieurs références ou de plusieurs papiers de filtrer, de faire ce filtrage, ce travail de filtrage. Mais après, le Evidence and Gap Map est développé sur le site de 3IE actuellement, sur une plateforme qui a été mise en place pour cela. Et comme je l'ai indiqué, l'organisation est dans les réflexions pour mettre en place un logiciel qui pourra s'en occuper désormais. Voilà, je ne sais pas si nous avons répondu à vos questions. Nous allons laisser le coordinateur aussi dire quelques mots par rapport à ces questions en guise de complément. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que nous avons de très belles questions, notamment pour le Evidence and Gap Map, qui est de la cartographie en fait, de données existantes. Et cette cartographie est empruntée de l'univers des géographes. Mais sa visualisation n'est pas comme les cartes classiques. Et en tant que tel, il s'agit essentiellement d'un thème emprunté qui localise des études qui sont faites par secteur et par, je dirais, thématique dans un tableau essentiellement. Donc, un peu comme c'est présenté, les deux slides qui suivent dans ce sens. Nous avons, voilà, nous avons ici ce qui représente la carte ou des revues systématiques où il s'agit plutôt de protocoles élaborés. La carte vous donne la possibilité d'avoir accès à cela. Et une fois que si vous vous intéressez par exemple aux évaluations d'impact, vous cliquerez sur la bulle qui présente les évaluations d'impact. Et ce sont là des avantages majeurs de cette
cette approche, de cette méthode. Oui, s'il s'agit de la question de AP Reviewer, oui, AP Reviewer est un logiciel comme tout autre, un logiciel qui permet en fait d'analyser, d'explorer la littérature et de l'analyser. Les références qui existent, qui sont en ligne, vous les explorez, vous appréciez un peu leur contenu, vous extrayez les données et ces données qui sont extraites sont analysées. Et le logiciel vous donne la possibilité de produire vos statistiques descriptives et évidemment de partir de là pour soit des études plus approfondies ou des analyses plus approfondies. C'est donc son avantage majeur. Les contraintes que le logiciel présente sont essentiellement, c'est un logiciel qui tourne en ligne, comme l'a indiqué l'une des présentatrices, donc il faut avoir accès à Internet. Mais en matière de coût, il est aussi, je pense qu'il a un coût, mais il a une option en exploration libre qui généralement est pour quelques semaines. Et après, si vous confirmez que ça satisfait vos attentes, vos besoins, vous pouvez aller à l'autre option qui est payante. Je vais donc m'en arrêter là. Je sais qu'on a quelques 10 minutes. On a quelques questions en ligne. Oui, on a quelques. Oui. Il y a M. Bouraïna du Mali qui demandait si les évaluations d'impact incluses pour la revue de littérature ont été publiées sur les sites. Et je dirais oui. Le programme Moitié a répertorié toutes les études publiées sur Internet, c'est-à-dire toutes les études conduites dans l'UMOA qui ont été publiées dans les bases de données, dans les bibliographies, dans la littérature crise. Tout a été pris en compte. On a un certain nombre de 22 700 études publiées. Mais parmi ces 22 000 études, nous n'avons que 145 études d'évaluation d'impact conduites dans l'UMOA. Et vous pouvez vous documenter sur les sites de la Banque mondiale, de 3IE pour avoir quelques études publiées dans l'UMOA. Le rapport n'est pas encore publié, mais et ça serait bientôt partagé ou bien c'est en cours de dissémination pour avoir accès à ces études incluses. Monsieur Bouraïma du Mali demande également s'il y a une formation sur le Evidence Impact Map. Je ne saurais dire oui ou non, mais je dirais qu'il y a assez de documentation sur le site de 3IE pour réaliser une cartographie. Peut-être que le coordinateur va nous aider sur cette question. Hein? Oui, au niveau de 3IE, actuellement, il y a des formations qui se font sur le Evidence Impact Map, comment est-ce qu'on conçoit son protocole et comment est-ce qu'on développe, je dirais, la carte. Et encore une fois, c'est des formations qui actuellement sont en anglais. Notre équipe qui est basée à Londres, on prend souvent l'initiative. Donc, j'allais inviter les participants aussi bien en salle que ceux qui sont en ligne, qui sont intéressés à creuser un peu plus sur le Evidence Impact Map, à jeter un coup d'œil sur le site de 3IE qui va être inscrit au niveau des commentaires, de la fenêtre des commentaires, www.3ieimpact.org. Une fois sur le site, vous saurez certainement vous orienter pour rechercher EGM, Evidence Impact Map. Les formations sont organisées parfois, mais évidemment, c'est en anglais pour le moment. Et ce webinaire constitue pour nous un point de départ pour voir dans quelle mesure nous pouvons reverser ces formations-là aussi en français. Monsieur Bouraïma Gado demande également si les rapports de politique de la Banque mondiale n'ont pas été vus. Est-ce qu'il y a eu une volonté de les porter à la connaissance du plus grand nombre ou bien destinés aux seuls clients de la Banque mondiale qui sont les gouvernants? Ce que nous pouvons dire par rapport à cette question, c'est que généralement, la Banque mondiale publie sur son site les rapports des études qu'elle mène. Et toute personne intéressée par l'institution pour les explorer, les regarder et les utiliser au besoin. Et donc, la banque a fait le constat à travers un rapport qu'elle a publié, d'après ce que nous avons dit, que beaucoup de rapports qui étaient sur son site n'ont pas fait l'objet de... Personne ne les a téléchargés, personne ne s'y est intéressé.
Et donc, ceci est quand même un problème majeur parce que ces études sont menées dans le but de pouvoir quand même renseigner les gens sur ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe avec les programmes qui sont financés ça et là. Et donc, si ces données ne sont pas utilisées, ça pose un problème. C'est ce que je peux répondre à cette question-là. La Banque mondiale évalue l'impact des politiques prioritairement implémentées par le gouvernement des différents pays. Donc, à la fin de cette étude, la Banque mondiale dissémine toujours ses résultats auprès de ses gouvernements. Donc, je peux répondre à M. Gado que les résultats d'évaluation d'impact sont portés au gouvernement. Un autre participant demande s'il y a un réseau ou un forum international qui fait la promotion du Evidence and Gap Map. Donc, actuellement, c'est un outil qui est promu par 3IE, comme nous l'avons dit. Et le bureau de 3IE qui est basé à Londres a une expertise avérée en la matière. Et pour le moment, ce sont eux qui assurent la promotion de l'outil au plan international. Oui, et il faut ajouter que de plus en plus, le Evidence and Gap Map fait l'objet d'intérêt par d'autres acteurs aussi qui interviennent non seulement dans le domaine de l'évaluation, mais dans le domaine du développement au sens large. Et donc, un peu plus que TRIAI, il y a d'autres aussi qui s'intéressent maintenant à l'outil, qui investissent des réflexions pour toujours améliorer l'approche par laquelle l'on développe les maps. Et je crois que il y a beaucoup de possibilités, surtout dans la zone, dans l'espace francophone, pour renforcer ses capacités et apporter aussi des réflexions toujours dans le sens de l'amélioration de l'approche méthodologique de conduite des IGM. Monsieur Sanou du Burkina Faso demande ce qui explique les gaps d'études d'impact entre les différents pays. Je peux déjà dire que chaque pays se focalise dans un secteur en fonction de ses besoins. S'il trouve, par exemple, qu'il y a moins et que le taux de mortalité est élevé dans une zone, ce pays va sûrement développer une action pour réduire ce taux de mortalité, ce qui explique peut-être l'intérêt de certaines institutions de recherche à mener l'évaluation d'impact de ces politiques dans ce pays pour voir véritablement l'efficacité de ces projets. Cela en est de même pour d'autres secteurs comme l'agriculture, la santé. Donc, si le Bénin s'intéresse à l'agriculture, le Niger peut ne forcément pas s'intéresser à l'agriculture et s'intéresser à la santé. Donc, ceci permet une diversité d'évaluation d'impact dans nos différents pays de l'UEMOA et même ailleurs. Et c'est pour cela qu'on peut essayer de réaliser une cartographie à la fin et voir dans l'espace UEMOA dans quel secteur on a plus d'études publiées et dans d'autres, de moins. En complément à cela, ce que je pourrais ajouter également, c'est au niveau institutionnel, le webinaire qui nous a précédé a un peu abordé la question des systèmes nationaux d'évaluation qui est un peu corrélé au développement des évaluations d'impact. Et donc, sur cette question, déjà, il faut déjà remarquer que tous les pays ne sont pas au même niveau en matière d'institutionnalisation de l'évaluation. Et donc, ceci pourrait également expliquer que certains pays sont en avance dans le développement de l'évaluation d'impact que d'autres. Et dans le même sens, les résultats que nous avons menés ont également montré que les évaluations d'impact ne sont pas forcément conduites par les gouvernants, c'est beaucoup plus des institutions de recherche, les partenaires techniques de développement. Donc, il y a forcément certains pays qui sont un peu plus attractifs que d'autres en termes de recherche. Donc, ceci également explique ce pourquoi est-ce que il y a ces gaps-là. Certains pays drainent beaucoup plus les fonds de recherche vers eux que d'autres. C'est ce qui, à notre avis, peut expliquer ces gaps que nous observons entre les pays en ce qui concerne les évaluations d'impact.
Je crois que c'est tout pour les questions que nous avons reçues. Nous allons peut-être faire un dernier tour de table, demander à l'assistance qui est présente avec nous ici s'il y a d'autres préoccupations. Nous avons au plus encore 2 à 3 minutes avant de clore la série. Ma question, c'est concernant, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a déjà au moins 5 ministères au Bénin qui ont déjà pris en compte l'évaluation d'impact. Voilà. Donc, j'aimerais demander de manière concrète comment est-ce que ces ministères-là agissent, voilà, utilisent l'évaluation concrète. Si on peut donner un exemple, voilà, d'un des ministères qui a déjà utilisé l'évaluation d'impact pour un projet spécifique ou spécial. Et j'aimerais demander en même temps si le Evidence Gap Maps a été utilisé, peut être utilisé, voilà, dans ce cas concret-là. Donc, c'est ma question. Merci beaucoup pour cette question qui demande un peu, dans le cas du Bénin, de façon concrète, comment est-ce que les ministères utilisent, mettent en application ou en œuvre les évaluations d'impact, et est-ce que ces ministères prennent appui sur le Evidence Gap Map comme outil? Et de mon expérience, en tant que coordonnateur régional du programme WASI, le Evidence Gap Map n'a pas été utilisé comme tel pour ces études d'évaluation d'impact. Et le Evidence Gap Map n'est pas nécessairement développé ou conçu pour les évaluations d'impact. Il s'agit d'un outil, le Evidence Gap Map, d'un outil qui nous permet de connaître l'existence des études menées par secteur. Et ça constitue donc un point de départ, soit pour se renseigner sur les résultats probants qui existent dans ces secteurs, ou bien pour s'informer des gaps qui existent en matière de recherche. Donc, le chercheur peut consulter un Evidence Gap Map ou bien concevoir une telle carte pour savoir dans quel autre secteur pourrait-il investir du temps de recherche. Le gestionnaire de la cité, l'homme politique, le développeur, etc., va consulter le Evidence Gap Map pour se demander qu'est-ce que la littérature m'apprend dans un secteur donné. L'emploi des jeunes. Que savons-nous de la littérature? Il va au niveau d'une carte des évidences, il clique sur disons, les évaluations d'impact, le cercle des évaluations d'impact qui est le cercle gris dans ce qu'on avait présenté tout à l'heure, ou bien les revues systématiques, et il se renseigne, s'éduque sur ce que la recherche a produit dans ce domaine. Ce sont là donc des exemples de modes d'utilisation des Evidence Gap Map qui n'ont pas été utilisés dans les évaluations d'impact dont je vais parler tout à l'heure. Mais je prends par exemple le cas du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche du Bénin. Ce ministère a un projet qu'on appelle le projet PAPVIR. C'est un projet qui vise à la promotion de la sécurité alimentaire, notamment les produits vivriers dans les départements de la Liborie, dans le nord Bénin. Et ce projet a autorisé de conduire une évaluation d'impact expérimentale. Et les résultats sont actuellement en cours d'exploitation. Et il s'agit d'un projet d'une étude qui a été financée par le Partnership for Economic Policy. Et ce sont là où ça, c'est juste un petit exemple. À part ça, il y a par exemple le plan foncier rural qui a fait l'objet d'évaluation d'impact au Bénin, porté par la Banque mondiale. Et il y a quand même quelques exemples que l'on pourrait citer si le temps n'était pas une contrainte. Sachant qu'on a juste 1 minute ou 2 qui nous restent, je vais laisser les présentateurs pouvoir conclure. Merci, le coordonnateur. Merci à tous les participants ici présents et en ligne pour nous avoir suivis dans cette aventure. Nous sommes ravis d'avoir été acteurs de cette semaine du protocole de l'évaluation. En mon nom personnel, je vous remercie pour votre attention et pour
vous êtes joints à nous. Je vais laisser la parole à ma collègue Ghislaine pour son mot de fin. Je ne peux que remercier J-Local pour cette initiative et on espère vraiment en bénéficier pour les autres années à venir. Le coordonnateur également va conclure ce webinaire et nous allons nous dire au revoir. OK, merci à tout le monde. Je pense que les questions posées sont de bonne facture. Des questions qui nous rappellent que l'espace francophone pourrait prendre avantage de beaucoup d'efforts déjà faits dans l'espace anglophone afin de faire de l'évaluation de la culture évaluative une réalité, non seulement au Bénin, mais également dans les 8 pays de l'UEMOA. Nous vous remercions. OK, merci beaucoup à vous qui vous êtes déplacés pour venir nous écouter. Je pense que c'est un début d'une